Le vent, les nuages, la pluie, le gel sont des phénomènes universels. Dans le système solaire, 7 planètes sur 8 sont enveloppées d'une atmosphère où se déroulent des phénomènes météorologiques spectaculaires. Tempêtes de sable sur Mars, pluie d'acide sulfurique sur Vénus, ouragans capables d'engloutir la Terre sur Jupiter ou Saturne. Dans les Hautes-Pyrénées, depuis l'observatoire du Pic du Midi, nous allons faire de la météorologie planétaire et observer les tempêtes qui agitent l'atmosphère des voisines de la Terre. Mais pour commencer, nous partons sur la piste des cumulonimbus. J'ai rendez-vous avec un chasseur d'orage. Pierre-Paul, Serge, ça va? quel plaisir de te revoir. J'ai cru que tu viendrais pas, c'est pas un temps de chasseur d'orage ça. Il fait affreusement beau. On va pas s'entendre, hein, parce que ça c'est un ciel d'astronome. Alors, ce serait quoi les conditions d'un orage ici en plein été alors? Bah, tu vois, si on était en plein été, avec une après-midi à tendance orageuse, tu aurais déjà les sommets qui commenceraient à être coiffés par des cumulus, des nuages convectifs qui grossiraient au fil des heures. Chargé d'eau donc? Et chargés d'eau et qui se chargeraient d'électricité aussi. Quand on est dessous, on prend surtout de la pluie. Donc il y a une masse d'eau considérable dans le nuage. Ça Oui, pèse un nuage? Ça pèse énormément. Ouais. Mais déjà, il faut bien réaliser que le nuage n'est pas un objet en lui-même. C'est en fait tout simplement un état. Oui. C'est une partie de l'atmosphère qui est rendue visible parce qu'il y a la condensation de la vapeur d'eau qui s'y opère. Mais si on pouvait prendre le poids d'un nuage d'orage moyen, Oui. ça s'exprime tout de suite en dizaines, en centaines de milliers de tonnes. Des centaines de milliers de tonnes. Ah oui, mais c'est énorme. Ce qui, toi, t'intéresse, j'imagine, particulièrement dans les orages, c'est effectivement cette lumière extraordinaire que ça provoque. Explique-moi vraiment comment l'éclair se forme à l'intérieur du nuage. Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence entre un de ces énormes éclairs atmosphériques et ceux qui peuvent se produire lorsque tu te prends une décharge par électricité statique. Ça arrive parfois en sortant d'une voiture ou en se frottant les vêtements. D'accord. Simplement, l'échelle est complètement différente. Et ils montent très haut, les nuages. Ils vont monter tellement haut que la tête du nuage, qui peut s'élever à 10 km, 12 km, encore bien davantage parfois, va se geler complètement. Et on va se retrouver avec des charges électriques très différentes entre la tête et la base du nuage. Et ça va faire jaillir des étincelles d'électricité statique, à part que cette électricité statique est à l'échelle de l'atmosphère. L'activité électrique de l'atmosphère terrestre est extraordinaire. Plus d'1 millier d'orages grondent en permanence quelque part dans le monde. À chaque seconde qui passe, une centaine d'éclairs illuminent le ciel. Mais au-dessus de ces orages, dans la très haute atmosphère, les scientifiques viennent de découvrir de nouveaux phénomènes électriques. Les sylphes, les elfes, les farfadets. Ces gigantesques rayonnements lumineux, au nom de créatures imaginaires, sont pourtant bien réels. Ils se produisent toujours après les éclairs, mais leur origine est encore mal connue. Elle est peut-être provoquée par des rayonnements cosmiques ou par les particules du vent solaire. Pierre-Paul, pour la plupart des gens, l'orage, ça signifie surtout le danger. Est-ce que tu ne prends pas des risques en photographiant les éclairs comme ça? La fascination fait prendre quelques risques, mais ils sont limités si on s'abrite dans la voiture. Dans la voiture, ouais. Oui, la voiture constitue un assez bon abri, un abri presque parfait contre la foudre, car son habitacle métallique constitue une cage de Faraday. D'accord, c'est comme pour un avion. L'électricité fait le tour en fait, c'est ça? Elle fait le tour et elle n'a peu de raison d'affecter les occupants. Pierre-Paul Fette souhaite me faire découvrir la muraille prodigieuse du cirque de Gavarnie. Elle se dresse au cœur des Hautes-Pyrénées, non loin de l'observatoire du Pic du Midi. Mais y aura-t-il des étoiles ou de l'orage ce soir? Moi je vais m'installer là. C'est pas mal avec le cirque, on est vraiment face. C'est un paysage fascinant. Ah ouais.
Alors que je gagne en altitude, je sens l'air de la montagne qui se raréfie et se refroidit. Si l'atmosphère de la Terre est une enveloppe de gaz respirable, riche en azote et en oxygène, sur les autres planètes du système solaire, l'atmosphère est moins accueillante et ne correspond pas vraiment à cette définition. À 2870 mètres d'altitude, j'atteins le sommet du pic du Midi, un paysage à couper le souffle. Pour les astronomes du monde entier, cette montagne est un véritable mythe. C'est la toute première station d'observation édifiée en haute altitude. Les chercheurs y étudient le ciel depuis près de 140 ans. Aujourd'hui, il faut un quart d'heure seulement pour monter là-haut en téléphérique. Mais je repense aux pionniers qui jadis devaient gravir ces pentes de neige et de glace en plein hiver. À la fin du 19e siècle, c'est d'abord la météorologie en haute montagne qui intéresse ces explorateurs scientifiques. Puis, au début du XXe siècle, les astronomes s'installent au pic du Midi et découvrent là-haut des conditions d'observation exceptionnelles, un ciel d'une pureté et d'une stabilité inconnues à cette époque. En effet, la situation géographique du pic du Midi est très particulière. Totalement isolé sur les contreforts de la chaîne des Pyrénées, l'observatoire est baigné par un air remarquablement stable, dénué de turbulences. Très vite, les astronomes du pic du Midi ont mis à profit cet avantage pour étudier les planètes, qui sont vues ici, quand il fait beau, avec une précision sans égale. Au pic du Midi, on peut observer le ciel 120 jours par an. Depuis quelques années, ce belvédère sur les étoiles s'est ouvert aux touristes qui découvrent un panorama vertigineux sur la chaîne des Pyrénées. Il est même possible de dormir sur place et de contempler le ciel dans de puissants télescopes. Jean-Marc Abadi, directeur de l'observatoire, m'emmène voir l'instrument qui a rendu le pic du Midi mondialement célèbre. C'était dans les années 1930. Jean-Marc, on est où là? Ici, on est à la coupole des coronographes. C'est là qu'on fait toutes les observations de la couronne solaire. On va aller voir ça. Ah oui, alors c'est pour ça que la coupole est ouverte en plein jour. Voilà. On regarde le soleil. On regarde le soleil. Aujourd'hui, c'est magnifique pour regarder les protubérances. C'est une lunette comme ça, c'est une histoire qui commence donc avec Bernard Liot dans les années 30. Tout à fait, grâce à l'ingéniosité de M. Bernard Liot, et qui avait compris qu'on pouvait réaliser des éclipses artificielles. En cachant le soleil. En cachant le soleil. Il mettait un disque occulteur devant la surface du soleil. C'est ce qui nous permet de voir la couronne solaire. C'est avec ces coronographes qu'à partir de 1930, les astronomes du pic du Midi ont pu filmer pour la première fois les fameuses flammes du soleil. Ils ont été les premiers à étudier en détail les orages magnétiques et les éruptions de notre étoile. Le système solaire est né d'un disque de gaz et de poussière, voici 4 milliards et 500 millions d'années. Près du jeune Soleil, les poussières minérales ont formé les 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Toutes ces planètes, sauf Mercure, sont entourées d'une atmosphère. Plus loin, le gaz s'est condensé pour donner naissance à 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans ces planètes gazeuses, l'atmosphère, épaisse de plusieurs milliers de kilomètres, passe progressivement à l'état liquide, puis solide, sous l'action de l'extraordinaire pression régnant dans leur profondeur. Le télescope de 1 mètre du pic du Midi tient une place particulière dans l'histoire de l'astronomie contemporaine. Cela peut sembler surprenant. À Hawaï, au Chili, des télescopes de 10 mètres de diamètre, 100 fois plus lumineux, observent le ciel. Mais ces géants sont conçus pour étudier des astres situés aux confins de l'univers. Le télescope de 1 mètre, lui, est idéal pour observer les planètes du système solaire.
Dans les années 1960, la NASA s'apprête à lancer une véritable flotte de sondes interplanétaires. C'est ce télescope qui va permettre de préparer ces missions. Aujourd'hui, l'astronome François Collat est l'héritier d'un instrument qui a été mis en service il y a un demi-siècle. C'est la NASA qui a financé ce télescope afin d'offrir à ses astronautes des cartes de la Lune ultra précises. L'équipe de François Collat a réalisé des vidéos accélérées de la rotation de Jupiter. L'histoire amusante, c'est que la coupole existait avant et que, bon, pour des raisons budgétaires, en fait, ils ont mis le télescope le plus gros possible dans cette coupole. C'est pour ça qu'il est un peu plein comme un œuf. C'est pour ça qu'on est un peu serré. Voilà. Et alors, il y a quelque chose qui est vraiment émouvant ici, François, c'est de se dire que dans les années 60, même 70, les astronomes qui observaient ici avec ce télescope, ils voyaient le système solaire comme personne d'autre au monde. C'est avec cet instrument qu'on avait les meilleures images des planètes. Voilà, c'est ça. Et ça a continué. En permanence, on a mis des nouveaux instruments sur ce télescope et on a continué à être les meilleurs. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que bien que ce soit un télescope de 1 mètre, si on met des récepteurs vraiment à jour et de bonne qualité, il n'y a pas de souci. En même temps, au début du XXIe siècle, il y a pratiquement des satellites ou des sondes qui tournent autour de la plupart des planètes. Ça sert à quoi de continuer à observer avec un petit télescope? Alors il y a 2 choses pour répondre à ça. La première, c'est que par exemple autour de Jupiter, il n'y a pas de sonde en ce moment. Donc en fait, les seules images qu'on a, c'est les images du sol. Et la deuxième chose, c'est que même par exemple pour Saturne, où il y a la sonde Cassini qui fait des images vraiment fantastiques, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette sonde a une orbite très elliptique. Donc en fait, elle est près de la planète de temps en temps, puis la plupart du temps, elle est relativement loin. Donc elle fait des bonnes images pendant un très court laps de temps, et après, c'est moins bon. Ou alors, elle est derrière le Soleil, et donc à ce moment-là, elle voit la face pas éclairée de Saturne. Enfin bon. Bref, en fait, si on veut avoir quelque chose de régulier, on a encore besoin de choses au sol. C'est assez complémentaire. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on fait un suivi au sol, on peut voir des phénomènes exceptionnels comme les tempêtes, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on dit il faut regarder cette tempête. Et là, on reprogramme la sonde pour ça. L'équipe de François Collat a réalisé des séquences vidéo accélérées de la rotation de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grande et la plus massive des planètes du système solaire. C'est aussi la planète qui tourne le plus vite sur elle-même, en moins de 10 heures. La force centrifuge lui donne même une forme ovale. L'atmosphère de Jupiter est divisée en bandes nuageuses, parallèles à l'équateur. Ces bandes blanches, ce sont des nuages de cristaux d'ammoniac qui réfléchissent beaucoup la lumière solaire. La grande tache rouge est un tourbillon immense, 2 fois plus grand que la Terre, où les vents soufflent à près de 500 km/h. Elle est observée depuis plus de 3 siècles par les astronomes. Vous êtes courageux. Ah oui, quand tu penses à la température qu'il doit y avoir à Toulouse, encore, c'est en ce bien. moment. À Toulouse, il fait pas hyper chaud. Il fait 30. Le pic du Midi est l'un des seuls observatoires au monde où les astronomes amateurs sont accueillis à bras ouverts. Régulièrement, ils montent à l'observatoire pour assurer une veille permanente des planètes avec le télescope de 1 mètre. Cette collaboration est indispensable à François Collat. Elle lui permet de suivre la météo du système solaire 24 heures sur 24, ou presque. L'expérience, pour un amateur, est inoubliable. Marc Delcroix, informaticien de profession, est devenu au fil des ans un véritable spécialiste de Saturne, et en particulier de la grande tempête qui fait rage depuis 2010 sur la planète. Donc la tempête commence à être un peu moins visible, mais en fait elle est sur cette zone-là, elle est sur cette zone claire. Est-ce que c'était l'équivalent d'une tempête terrestre avec des orages? Donc effectivement, c'est quelque chose qui est comparable à ce qui se passe sur la Terre, parce que ce qui régit l'atmosphère terrestre, c'est les mêmes lois physiques et dynamiques qui régissent l'atmosphère de Saturne. Vu la taille de la planète Saturne, c'est évidemment beaucoup plus gros que la Terre. Cette tempête devait être absolument gigantesque, c'était beaucoup plus grand que la Terre. Elle s'est développée tout autour de la planète pour arriver à s'étendre sur 300 000 km autour de la planète. Pendant cette tempête exceptionnelle, la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne, enregistre des éclairs 100 fois plus puissants que dans les orages terrestres. La foudre frappe 10 fois par seconde. Mais les météorologistes planétaires ont aussi découvert sur Saturne un cyclone stupéfiant, situé exactement au pôle Nord. Grand comme l'Europe entière, cet ouragan est creusé par des vents de plus de 500 km/h.
Le pic du Midi est une île perdue en plein ciel. C'est la météo qui régit le rythme de vie de ses habitants. Aux longues journées d'attente, dans le vent, la pluie, la neige, succèdent, comme les appellent les astronomes, les tempêtes de ciel bleu. Je connais par cœur ces terrasses battues par le vent, ces couloirs glacés, cette attente de la nuit d'exception, à la pureté sidérale. Dans les années 1980, j'observais Saturne avec le télescope de 1 mètre. À l'époque, la sonde Voyager 1 voguait vers cette planète inconnue. Les scientifiques craignaient qu'elle percute ses anneaux. Parmi les touristes rassemblés sur la terrasse pour admirer le coucher du soleil, je rejoins François Forget, spécialiste des 3 planètes cousines, la Terre, Mars et Vénus. Au début du crépuscule, dans le ciel qui s'assombrit, l'étoile du berger apparaît. C'est la planète Vénus, l'astre le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune. On a Vénus qui est en train de se coucher. Alors ce soir, on la voit particulièrement bien. Vénus, pour moi, c'est vraiment la planète sœur de la Terre. Elle est très proche de la Terre. Elle a le même diamètre, la même masse. Elle est entourée d'une atmosphère comme la Terre. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose, mais il y a une immense différence. C'est qu'actuellement, elle est entourée d'une très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. On a du mal à imaginer effectivement ce que c'est. C'est un gaz très épais, un peu visqueux, qui coule finalement, selon les reliefs. Et elle est entièrement entourée de nuages, essentiellement d'acide sulfurique, mélangés avec un petit peu d'eau, et qui ont plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Alors ça fait que pendant très longtemps, la planète Vénus était un véritable mystère, puisqu'on ne pouvait pas voir la surface. On avait du mal à discerner quoi que ce soit dans son atmosphère. Et puis c'est seulement il y a quelques années qu'on a pu voir que sur Vénus, on a une espèce de circulation globale. Toute l'atmosphère tourne autour de la planète, dans un grand mouvement comme ça, en 4 jours. C'est un phénomène qu'on appelle la superrotation qui tourne autour de Vénus. La Terre, c'est 150 millions de kilomètres du Soleil à peu près, et Vénus? Vénus, c'est à peu près 110, 108 millions de kilomètres du Soleil, donc pas très loin de la Terre. Bah oui, c'est à côté, oui. Ouais, c'est à côté. D'ailleurs, elles se ressemblent tellement on se pose vraiment la question, pourquoi ont-elles connu un destin aussi différent? Oui. Elles sont totalement différentes maintenant. En fait, on pense qu'au début du système solaire, peut-être que les planètes n'étaient pas si différentes que cela. On pense même, il n'est pas impossible, disons, que sur Vénus, il y avait un océan comme sur Terre. Ah oui, carrément. Et alors, comment comprendre cette différence? On s'est rendu compte que si on prend la Terre et qu'on la rapproche de Vénus, eh bien, les océans vont bouillir. Même au bout d'un moment, les températures vont être telles que toute cette eau va partir dans l'espace et la planète, tout d'un coup, va devenir totalement sèche. En absence d'eau, beaucoup des roches calcaires, les roches carbonates qui sont à la surface de la Terre actuellement, eh bien, seraient dégazées et elles créeraient une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, exactement comme sur Vénus. Donc finalement, Vénus, c'est une espèce de Terre qui simplement aurait démarré un petit peu trop près du Soleil et se serait transformée comme ça en cette planète, cette fournaise avec une très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. Des 3 cousines, Mars est la plus lointaine du Soleil. Après la fournaise étouffante de Vénus, voici le désert glacial de la planète rouge. Si l'atmosphère martienne est composée essentiellement, comme celle de Vénus, de dioxyde de carbone, elle est en revanche très mince, raréfiée. Mars, 2 fois plus petite que la Terre et Vénus, n'a pas une force d'attraction suffisante pour conserver son atmosphère, qui s'est en grande partie échappée dans l'espace. Pourtant, comprendre et prévoir la météorologie de la planète rouge est décisif pour les chercheurs. En effet, aujourd'hui, les robots mobiles qui explorent la planète sont tributaires des conditions météo. Vent, poussière en suspension, ensoleillement pour recharger les batteries. Ici, le temps change continuellement et chaque journée passée sur Mars par les sondes est différente. Ce soir, dans l'atmosphère glaciale, des cristaux de glace bleutés jouent avec le soleil couchant. Alors sur Mars, on a une fine atmosphère, mais par exemple, si on va une après-midi sur Mars, sous les tropiques, il va faire 0, 10, 20 degrés à la surface. Le problème, c'est que la nuit suivante, la température va tomber et on va descendre typiquement jusqu'à moins 80 degrés. Et la raison, c'est qu'on a un climat ultra désertique, ultra continental, avec très marqué. Donc il va faire très froid la nuit, bon la journée, et donc c'est quand même une planète plus froide parce qu'elle est un peu plus éloignée du Soleil. Et de part et d'autre des pôles, on a des calottes polaires comme chez nous. On a
des calottes polaires de glace d'eau, des gros glaciers d'eau, qui ressemblent un peu à un petit Groenland, si vous voulez. Mais ce qui est particulier, c'est que chaque automne, hiver et printemps s'accumule une espèce de neige, mais une neige différente de ce qu'on a sur Terre, c'est de la neige carbonique, c'est-à-dire de l'atmosphère congelée, c'est un peu ce qu'on trouve dans les extincteurs, qui s'accumule et qui fait une couche jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Et puis ça se disparaît quand revient l'été. Il y a un phénomène aussi qui a beaucoup fait parler les professionnels, mais il y a 2 siècles ou 1 siècle, c'est que par moment, la planète change complètement d'aspect quand on la regarde au télescope, parce qu'elle se recouvre de quelque chose qu'on ne connaissait pas à l'époque. Je crois que c'est des nuages de poussière. Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'un peu comme sur Terre, au Sahara, eh bien, les vents sont capables de soulever les poussières minérales. Et ça, c'est à peu près tous les jours. On a des petites tempêtes qui vont comme ça alimenter l'atmosphère. Mais à certaines saisons, ces tempêtes peuvent prendre des dimensions régionales, des milliers de kilomètres de largeur et remplir comme ça l'atmosphère. Et certaines années, mais pas toutes, et ça on ne comprend pas pourquoi, certaines années, eh bien, ces tempêtes vont avoir carrément une dimension planétaire, exploser et en quelques jours complètement cacher la surface de la planète et entièrement recouvrir la planète Mars. Il se trouve que Mars, quelque part, au niveau météorologique, est presque plus facile à comprendre et à simuler que la Terre. On retrouve les mêmes phénomènes, les dépressions, les anticyclones, les vents alizés sous les tropiques, etc. Et tout ça est bien régulé comme une horloge, à l'exception de ces tempêtes de poussière qui explosent de temps en temps et qu'on n'arrive pas bien à prévoir. Donc pour l'instant, nos prévisions météorologiques sur Mars ont ce problème-là. On n'a pas encore de plainte de martiens, mais on a ce problème quand même de ne pas pouvoir prévoir, ne serait-ce qu'une semaine ou même un mois ou une année à l'avance, ces tempêtes régionales et ces tempêtes globales de poussière. Des nuages, du vent, des pluies, des ciels aux couleurs changeantes, des crépuscules où s'abîment le soleil et des lunes. Les planètes du système solaire révèlent des paysages en grande partie façonnés par leurs atmosphères. Mais la Terre, blottie entre une Vénus brûlante et une Mars glaciale, doit ces conditions climatiques si accueillantes au miraculeux équilibre de l'enveloppe qui la protège, notre atmosphère.